Il était franchement temps que je reprenne les points lecture, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus en 2022. Oui, vous pouvez me taper sur les doigts, je suis un petit peu à la bourre, je le reconnais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par un magnifique rhume. Donc si j'ai un petit peu une voix de canard, vous m'en excuserez, normalement c'est passager. Alors comme je disais en intro, je suis franchement très à la bourre dans mes points lecture, puisque aujourd'hui je vais donc vous parler de 4 romans qui commencent à dater d'il y a plus d'un mois pour certains, puisque je les ai lus en 2022 et que nous sommes présentement en janvier 2023, d'ailleurs plutôt fin janvier 2023. Vraiment, là, il était temps que je fasse quelque chose. J'ai encore 4 autres livres sous la main à vous présenter dans un autre point lecture. Bref, il était franchement temps que je m'active, que je reprenne la caméra et que je trouve un petit peu de temps pour vous tourner tous ces avis lecture. Parce que non, ce retard dans les avis livresques ne vient pas d'une grosse flémingite de ma part, mais juste des aléas de la vie qui ont fait que malheureusement, dernièrement, pour trouver le temps de tourner, c'était un petit peu compliqué. Soit je vous invite donc à vous installer pépouze chez vous comme vous le souhaitez, et parlons un petit peu lecture, après tout vous êtes là pour ça. En tout cas normalement. Le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est assez drôle entre guillemets parce que quelque part normalement je vous en ai déjà parlé puisque ce livre figurait dans mes top flops de l'année 2022, puisque comme je l'ai dit, je l'ai donc lu en 2022, fin 2022, ça fait beaucoup de 22. Et ce roman, il s'agit donc de Black Sunday de Thomas Harris aux éditions Pocket. Alors je vous repitch très rapidement l'histoire. On va se retrouver entre les États-Unis et la Palestine autour d'une histoire d'organisation d'un attentat tout simplement qui est censé avoir lieu durant la finale du Super Bowl à laquelle bien sûr le président des États-Unis doit assister. On va donc suivre une équipe composée d'un côté d'extrémistes palestiniens et également d'un Américain qui est un ancien vétéran de l'armée et qui aujourd'hui pilote des dirigeables, et c'est donc via ce moyen-là qu'il souhaite mettre en place l'attentat. Vont-ils réussir ou non? Ça va être tout l'enjeu de ce roman, et malheureusement, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir que ce titre s'est retrouvé dans mes flops de 2022. Donc, en toute logique, ce qui va suivre ne va pas être extrêmement positif. Alors, pour rappel, Black Sunday était donc le premier roman écrit par Thomas Harris, et je trouve personnellement que ce titre souffre vraiment de certains travers du jeune auteur qui veut un peu trop bien faire. Alors, le problème principal pour moi de ce titre ne vient pas de l'écriture qui, somme toute, reste assez bonne, assez agréable, assez pointue, mais plutôt du fait que l'auteur a mis par moments beaucoup trop de détails dans certains aspects techniques de cette histoire. Alors je ne doute pas que ce roman a dû déjà beaucoup plus plaire et trouver son public aux États-Unis, et d'autant plus auprès des fans d'aéronautique, mais je dois reconnaître que pour ma part, il m'a bien souvent perdu dans un dédale d'explications et de détails extrêmement techniques qui ne m'intéressaient pas et, soyons clairs, pour lesquels je ne comprenais pas grand-chose. En plus de ça, Black Sunday est un roman dans lequel il est beaucoup question d'enjeux géopolitiques, d'espionnage et de services secrets des différents pays, et je dois reconnaître qu'après avoir expérimenté plusieurs lectures dans ce type, je pense tout simplement que c'est le genre de lecture qui ne me convient pas, que ce sont vraiment des thématiques que je n'apprécie pas personnellement retrouver dans mes lectures, et qui en général m'ennuient assez vite. Ça avait par exemple été le cas pour J'irai tuer pour vous, je crois, d'Henry Lovenbrook, qui là encore en soi était un bon roman, très bien écrit, mais avec des thématiques qui avaient tendance à franchement me perdre et m'ennuyer un peu. Et ben on est un peu dans le même schéma ici. Il y est beaucoup question du conflit israélo-palestinien,
mais aussi forcément des États-Unis et même également de la guerre au Vietnam. Et si en soi ce sont des thématiques que je trouve très intéressantes et qui m'intéressent moi-même, sur lesquelles j'aimerais en apprendre plus, je trouve personnellement que dans ce type de roman, il faut que ce soit abordé de façon assez simple, n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas assez pédagogique et de façon à être comprise par le plus grand nombre. Or, ici, ce n'était pour moi pas le cas. Tout cela a fait que, malheureusement, je me suis beaucoup ennuyée durant cette lecture, qui pourtant n'est pas très longue, que j'avais beaucoup de mal à y revenir. Sincèrement, je n'y revenais vraiment pas par envie, mais plutôt dans l'idée de, allez, vas-y, termine ce roman pour pouvoir en parler. C'est quand même plutôt dommage. En plus de ça, je me suis souvent un peu perdue dans les personnages. Pourtant, on n'est pas avec une galerie de 150 personnages, mais je sais pas, j'avais tendance à un peu tous les mélanger, des personnages auxquels d'ailleurs je ne suis absolument pas attachée à aucun d'entre eux. Ce roman est raconté de façon assez froide et factuelle, ce qui fait, je suppose qu'en tant que lecteur, on se retrouve rapidement un peu en retrait de l'histoire et que l'on a par conséquent du mal à développer des sentiments pour les différents protagonistes. De plus, j'aurais vraiment apprécié que Thomas Harris développe beaucoup plus la psychologie de ces personnages, parce que, je vous rappelle, on est quand même avec la préparation d'un attentat fomenté d'un côté par des extrémistes palestiniens, mais également par un Américain, donc sur son propre sol. Et je trouve que ça aurait été hyper intéressant d'essayer d'aller comprendre un peu leur psychisme, leur motivation. Et pour moi, de ce côté-là, ça pêchait un petit peu. Je tiens également à le préciser parce que je sais que c'est très important pour certains d'entre vous. Il y a dans ce roman une scène de torture animale particulièrement insoutenable. Et alors, si l'histoire en elle-même met beaucoup de temps à s'installer, a contrario, j'ai trouvé que la fin, pour le coup, était hyper précipitée. Finalement, la journée durant laquelle doit se dérouler l'attentat qui, je ne sais pas pour vous, mais qui pour moi représentait tout de même l'enjeu principal de ce roman, est bouclée en quelques pages, et je trouve que du coup, ça a donné un aspect assez déséquilibré à ce roman. En résumé, je ne peux pas dire que ce roman soit mal écrit, très sincèrement, ce serait mentir, mais je pense que pour l'apprécier, il faut vraiment être féru de récits de guerre, d'enjeux géopolitiques et également d'aéronautique. Si c'est votre cas, alors allez-y, foncez. Pour ma part, c'est très clairement le titre de Thomas Harris que j'ai le moins apprécié jusque-là, parce que, à contrario, j'avais adoré les deux romans que j'ai lus de la saga Hannibal Lecter. Je vous le dis, hein, là on est très loin du côté extrêmement efficace et addictif de la saga Lecter. Si c'est ce que vous aimez, n'y allez pas, parce que vraiment on n'est pas du tout dans le même registre. Je suis donc personnellement très contente d'avoir découvert ce premier roman de Thomas Harris pour ma culture personnelle. Même si vous l'aurez compris, c'est un roman dont je ne garderai finalement que très peu de souvenirs, je pense, dans assez peu de temps, qui ne m'a pas vraiment plu et qui ne me marquera pas. Mais ceci dit, je continuerai à retourner avec plaisir dans le reste de la saga Hannibal Lecter. Ça n'a pas entaché, on va dire, mon intérêt pour cet auteur. Et après les États-Unis, je vous propose que l'on parte ce coup-ci totalement ailleurs en allant en Islande, puisque j'ai également donc lu fin 2022 Les Roses de la Nuit d'Arnaldur Indridason aux éditions Le Cercle Point. Alors, ce titre est l'un des romans de la saga autour du personnage d'Erlendur, qui est donc un flic qui officie en Islande. Au début de ce roman, on va en fait découvrir le cadavre d'une jeune toxicomane, je crois qu'elle est nue, au pied d'une statue d'un héros islandais local. Bien sûr, on va du coup appeler Erlendur pour enquêter sur cette mort suspecte et bien sûr faire la lumière sur toute cette histoire. Il va donc arriver dans cette région des fjords islandais dans laquelle le contexte économique et social n'est pas des plus favorables et n'est franchement pas florissant. On va aborder tout le contexte de la pêche,
des quotas de pêche, enfin c'est pas vraiment des quotas, mais des concessions plutôt de pêche qui ont été largement vendues quelques décennies plus tôt. Tout ça sur fond d'histoire en plus de drogue. Bref, un roman policier islandais comme Arnaldur Indridason sait très bien nous en pondre régulièrement. Et en refermant ce bouquin, je me suis dit que décidément, Arnaldur Indridason était vraiment un auteur islandais qui valait le détour et qui, je trouve, devrait être beaucoup plus connu et reconnu. Je commence personnellement désormais à avoir lu quand même pas mal de titres écrits par cet auteur, et si de façon globale ces romans m'ont toujours plutôt bien plu, je dois reconnaître que ce titre-ci en particulier m'a totalement convaincu et embarqué, tant c'est si bien que je pense que c'est très clairement l'un des titres qu'à ce jour je préfère d'Arnaldur Indridason, avec peut-être aussi La femme en verre. J'aime vraiment beaucoup le personnage d'Erlendur, qui est un personnage qui peut paraître très dur par certains aspects, mais qui en même temps reste profondément attachant. Attachant dans tout ce qu'il peut avoir de plus humain, que ce soit dans ses qualités ou ses défauts. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment l'un des aspects que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est toute la complexité et la profondeur des différents personnages. Tous les personnages sont parfaitement bien traités, et même lorsque l'on pense avoir tout à fait cerné l'un des protagonistes, l'auteur arrive encore à nous pondre une nouvelle facette de ce personnage et du coup à nous surprendre. La dimension humaine est hyper importante dans ce roman, puisqu'on va y parler vraiment d'une tranche de la population qui a bien souvent vécu le pire, de ces personnages, de ces personnes de l'ombre qui vivent souvent dans les squats et qui malheureusement bien souvent sombrent jour après jour. D'ailleurs, comme bien souvent, la relation assez conflictuelle qu'Erlendur entretient avec sa propre fille vient s'imprimer en filigrane, et cela ne fait que renforcer le côté personnel de cette histoire. Et puis, j'aime vraiment profondément la façon dont Arnaldur Indridason va nous présenter, va nous dépeindre son pays, un pays qu'il n'hésite pas d'ailleurs par moments à décrire sans phare, à égratigner même si besoin. Oui, les pays nordiques tels que l'Islande peuvent faire rêver par de nombreux aspects, et oui, c'est vrai que la criminalité et que les meurtres et les crimes prémédités y sont très rares, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y existe pas et que tout y est tout beau tout rose. On ressent au travers de cette histoire la rudesse de ce pays, la difficulté à vivre dans ces régions où parfois les gens sont extrêmement isolés les uns des autres, où durant certaines saisons la nuit ne semble jamais venir. En fait, plus qu'un simple roman policier, j'ai envie de dire que Les Roses de la Nuit, pour moi, est presque plus un roman sociétal qui nous plonge vraiment dans la réalité qui peut être parfois sale, déplaisante et déprimante d'un pays tel que l'Islande. C'est un roman qui comporte beaucoup plus de profondeur que ne nous laisse imaginer la lecture de la 4e de couverture, le tout servi par des personnages tout en relief, plus vrai que nature. De plus, j'ai beaucoup aimé la fin, que j'ai trouvée à la fois cynique et réaliste, qui amène, selon moi, le lecteur à se poser certains questionnements d'ordre moral et éthique. Et personnellement, même si pour moi la lecture doit toujours rester un moment plaisant, un moment, je dirais pas divertissant, mais ouais, un moment de plaisir, je reconnais que parfois, quand en plus de ça, une lecture peut venir me bousculer un peu et me questionner, c'est un petit peu la cerise que l'on pose sur le haut du gâteau. Si vous avez donc envie de tenter l'aventure avec les polars nordiques et que vous souhaitez donc lire du bon polar nordique, je ne peux que vous recommander cet auteur et plus particulièrement d'ailleurs ce titre. Oui, c'est un tome d'une saga et ce n'est pas le premier tome, en tout cas il ne me semble pas, mais très sincèrement, même si vous n'avez pas lu le reste, ce n'est absolument pas dérangeant. Il faut savoir par contre que même si on n'est pas dans une histoire totalement écœurante et insoutenable, c'est tout de même un roman plutôt noir.
C'est donc un court roman, mais dont l'ambiance et le contexte sont parfaitement maîtrisés. Alors il aborde des thématiques qui en soi ne sont pas du tout originales, mais je trouve qu'il le fait sous un jour à la fois intéressant et criant de vérité. À découvrir donc si vous aimez les romans policiers avec de la profondeur et des personnages loin d'être manichéens. Pour ma part, ce titre m'a donné très envie de retourner, de replonger rapidement dans le quotidien d'Erlendur et de me confronter avec lui au paradoxe de son pays, un pays qui peut être à la fois extrêmement beau et libre, mais aussi très dur et hostile. Preuve, une fois de plus on est, que la noirceur des hommes n'a pas de limite. Donc vous l'aurez compris, pour moi, Les Roses de la Nuit est un très bon cru d'Arnaldur Indridason. Si vous n'avez pas encore tenté cet auteur, allez-y, parce que vraiment je trouve qu'au niveau des auteurs nordiques, et encore plus surtout au niveau des auteurs islandais, même si je n'en ai pas lu 150, pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Je vais donc rapidement aller farfouiller dans ma pilanière parce que je sais que j'ai d'autres romans de cet auteur qui m'attendent. Et je pense que je vais en mettre certains dans le haut de la pile. Et décidément, on va pas mal voyager dans cette vidéo, puisqu'après l'Islande, je vous propose que l'on parte bien plus au sud et que l'on débarque ce coup-ci en Espagne et dans le sud de la France, puisque j'ai donc également lu à la fin de l'année dernière La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz aux éditions Le Livre de Poche. Alors oui, ce livre est dans une très belle édition spéciale en hardback que, je le rappelle, j'avais eu vraiment la joie de recevoir dans un colis de 10 romans que j'avais gagnés fin année 2022 suite à un concours organisé par Le Livre de Poche. Donc ce titre n'aura pas attendu très longtemps dans ma pile à lire. J'avais vraiment très hâte de le découvrir parce que je savais qu'il allait y être question d'Espagne, de souvenirs, etc. Puisque donc dans cette histoire, au tout début, on va suivre une jeune femme qui vient malheureusement de perdre sa grand-mère, qui était surnommée la abuela, qui veut donc, pour ceux qui ne parleraient pas espagnol, qui veut dire donc grand-mère tout simplement en espagnol. Elle va du coup hériter de cette grand-mère une commode qui a de multiples tiroirs qui sont fermés avec des petits loquets. Une commode qu'elle a toujours vue et un peu enviée durant son enfance. Elle la ramène donc chez elle, elle commence à ouvrir les tiroirs et là on va donc basculer dans un récit au passé dans lequel on va retrouver Rita lorsqu'elle est adolescente, qu'elle va être envoyée en France avec ses deux sœurs, donc sa sœur aînée et sa plus jeune sœur, pour fuir le régime franquiste totalitaire qu'il y a à ce moment-là en Espagne. Elles sont donc envoyées dans le sud de la France, leurs parents restent en Espagne, et ensuite on va donc suivre tout le parcours et la vie, jusqu'à ce qu'elle soit adulte et même plus qu'adulte, de Rita, qui est donc cette abuela qui vient de décéder. C'était donc le tout premier roman que je lisais d'Olivia Ruiz, et si ce ne fut absolument pas une mauvaise lecture, je reconnais que j'en attendais franchement autre chose, et que j'en attendais plus. Un peu comme tout le monde, je pense que je connais surtout Olivia Ruiz au travers de la chanson, et personnellement, j'aime ses textes que je trouve bien écrits, j'aime son univers poétique et un peu métaphorique, et je m'attendais vraiment à retrouver cette patte dans ce roman. Or, ce ne fut pas du tout le cas. On est pour moi ici resté sur une histoire très simple de famille qui reste certes intéressante, mais qui pour moi manquait tout de même de profondeur. Alors on se doute à la lecture que Olivia Ruiz a dû beaucoup s'inspirer de sa propre histoire personnelle pour écrire ce roman, et ce n'est pas quelque chose qui me dérange, comme d'ailleurs ça ne me dérange pas non plus de ne pas connaître finalement la part de fictif et d'autobiographique dans cette histoire. Il faut savoir que tout du long, on est également avec une narration à la première personne, bien que l'on ait finalement deux narratrices, puisque comme je l'ai dit, on va suivre au présent cette jeune femme qui vient de perdre sa grand-mère, et également le récit de Rita qui
au travers d'un écrit, puisqu'elle est décédée et qu'elle ne peut donc plus parler, va raconter sa vie et ses petits secrets à sa petite fille. Finalement, je trouve que les quelques passages au présent ne représentaient pas grand intérêt et même qu'ils auraient presque pu, pour moi en tout cas, être totalement supprimés de cette histoire pour n'en garder qu'un récit au passé. Alors oui, ces passages permettaient peut-être d'aborder une certaine question autour de la transmission et de la continuité, mais ne m'ont franchement pas semblé indispensables. Tout comme j'ai aussi été pas mal déçue par le rôle tenu par cette fameuse commode, parce que bon, je le rappelle, c'est tout de même l'objet principal du titre de ce roman, que le récit débute avec cette commode aux multiples tiroirs, et je m'attendais vraiment à ce que tout au long du récit, on ouvre les différents tiroirs et que chaque ouverture soit une nouvelle page sur le passé, mais finalement ce récit n'est absolument pas conduit de cette façon-là. On oublie finalement très rapidement cette histoire de commode pour tomber dans un récit de vie somme toute très classique. D'ailleurs, l'écriture en elle-même est également très classique et très simple. Il n'y a absolument pas de métaphore, de recherche de style particulier, pas même de poésie. On est vraiment avec une prose basique qui peut être lue par le plus grand nombre très facilement. Du coup, ça en fait également un livre qui se lit très rapidement et sans avoir besoin réellement de concentration. Finalement, c'est vraiment une histoire qui va nous promener au gré des années dans la vie de cette femme, de Rita, qui va être exilée d'Espagne, envoyée en France par ses parents, comme je le disais, pour échapper au régime franquiste et qui va connaître quelques épreuves de la vie et qui malgré tout va devoir continuer à faire son petit bonhomme de chemin dans ce pays qu'est la France et qui à la base n'est pas le sien. Et là encore, en tant que lectrice, j'ai ressenti quelques manquements parce que j'avais vraiment envie de plonger dans cette Espagne au temps du régime franquiste et d'en apprendre plus sur le sujet. Or, finalement, toute cette partie est très rapidement balayée. Je m'attendais aussi vraiment à ce que ce titre transpire de bout en bout de culture espagnole et malheureusement, là encore, c'était vraiment trop peu à mon goût et c'est dommage. Ce titre, pour moi, c'est beaucoup plus l'histoire d'une fille qui se découvre femme et qui devient mère. Et si personnellement, malgré tout ça, j'ai apprécié suivre les aventures de Rita, j'ai aimé suivre ce personnage qui se débat et qui se démène vraiment pour faire du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. J'ai vraiment trouvé que l'histoire et même le personnage de Rita en lui-même ne sont pas assez creusés, ne sont pas assez étoffés. Et je pense vraiment que c'est ce qui fait que je n'ai pas réussi à ressentir toute l'empathie et tous les sentiments que je m'attendais vraiment à ressentir à la lecture de ce roman. Alors oui, certains passages qui concernent la maternité m'ont pincé le cœur parce que je suis moi-même maman et que je pense que forcément par transfert je n'ai pu qu'être touchée par ces passages-là, mais c'est tout. Pour moi, ce titre, c'est finalement un roman contemporain sympathique, facile et rapide à lire, mais qui me promettait beaucoup plus que ce qu'il ne m'a offert en fin de compte. Et c'est vraiment dommage parce que je lis peu finalement sur l'Espagne et sur cette période du franquisme et j'ai vraiment attaqué ce titre dans l'idée d'en apprendre plus sur le sujet et peut-être aussi potentiellement de combler certaines lacunes là-dessus. Et malheureusement, je n'ai pas du tout été rassasiée de ce point de vue-là. Un roman donc vraiment pas désagréable à lire, mais qui, moi, m'a déçue parce que personnellement, j'en attendais beaucoup plus et parce que aussi je suis persuadée que l'on pouvait tirer beaucoup plus de choses intéressantes de cette histoire. Lisez-le donc si vous avez envie de plonger dans une petite histoire de famille rapide, mais ne l'attaquez pas comme moi en ayant de grosses attentes sur l'histoire de l'Espagne, ou si vous souhaitez être emporté par un tourbillon de sentiments, parce que là, vous risqueriez comme moi d'être un peu déçu. Je sais que beaucoup de lecteurs ont adoré ce titre,
Mais pour ma part, je ne peux pas rejoindre tout ce flot de commentaires dithyrambiques, alors que pour autant, je n'ai pas non plus le sentiment d'être passée à côté. Alors oui, peut-être que j'en avais trop d'attentes, mais voilà. C'est vraiment mon ressenti, mon avis pur, tel que je l'ai eu durant cette lecture. Peut-être qu'à force de lire autant, je deviens beaucoup plus exigeante. Peut-être qu'avec le temps, je deviens moins sensible. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'une chose est certaine, c'est que pour le moment, Olivia Ruiz me parle et me touche beaucoup plus en chanson qu'en roman. Que voulez-vous, on va dire que c'est déjà pas si mal. Et je vais clôturer ce point lecture avec un autre roman que j'avais reçu donc dans ce lot que j'avais gagné auprès du livre de poche, puisque j'ai également profité de la fin de l'année 2022. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est le tout dernier roman que j'ai lu en 2022. Pour sortir donc rapidement de ma pile à lire, Le tourbillon de la vie d'Aurélie Valognes, vous l'aurez donc compris, aux éditions Le Livre de Poche, dans cette magnifique édition limitée, également en hardback. Alors ça va être assez simple de résumer cette histoire, puisque tout ce que je vais vous en dire, c'est que durant ce roman, on va suivre un été durant lequel Arthur, qui est donc un grand-père, va accueillir chez lui son petit-fils Louis, qu'il aime beaucoup. Malheureusement, très vite, on se rend compte, Arthur a de gros soucis de mémoire et on va suivre ce duo durant, je dirais, un mois et demi. Et croyez-moi, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour attaquer ce roman, qui là encore est en plus de ça plutôt court. Alors, j'avoue que j'ai attaqué cette lecture avec quelques a priori, parce que je ne m'en suis jamais cachée. Si par le passé Aurélie Valognes a su proposer certains titres, certaines histoires qui m'ont dans l'ensemble plutôt plu, elle a également sorti d'autres romans qui pour le coup ont été pour moi de grosses déceptions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'est retrouvée dans mes flops de l'année 2022 avec, je crois, Minute Papillon, si j'ai bonne mémoire. Parce que, tout simplement, je trouve qu'elle a le défaut, souvent, de proposer des histoires qui comportent beaucoup trop de clichés. Et c'est quelque chose qui a tendance à franchement m'énerver. Je partais donc vraiment dans cet état d'esprit de « Ok, je vais terminer l'année avec une lecture facile, ultra rapide, vraiment le truc pas prise de tête. » Et je dois reconnaître que ce titre-ci est la preuve une fois de plus qu'entre Aurélie Valognes et moi, c'est les montagnes russes, parce que pour le coup, j'ai beaucoup aimé ma lecture du tourbillon de la vie. Comme quoi, les a priori, on la vie dure, mais j'adore me faire clouer le bec par un roman. L'un des principaux points positifs pour moi dans cette histoire, c'est que là, elle est vraiment rester dans quelque chose de très simple et de très réaliste, ce qui fait que tout de suite j'ai été complètement embarquée dans l'histoire et que j'ai vraiment vécu ce récit avec les personnages. Ce roman est finalement un quasi huis clos qui ne va tourner qu'autour de ce duo donc entre Arthur et son petit-fils Louis, qui va n'avoir de cesse que de nous raconter la succession des journées que tous deux passent durant les vacances d'été. Et si, dit comme ça, on peut s'attendre à ce que ça devienne assez vite redondant, lassant et ennuyeux, croyez-moi, il n'en est rien. J'ai beaucoup aimé la relation entre Arthur, ce grand-père qui aime profondément son petit-fils et qui, on le comprend rapidement, essaye peut-être de racheter certaines erreurs du passé, et Louis, ce petit garçon à la fois drôle, espiègle, intelligent et touchant. Alors comme je le disais, très vite dans le roman, on apprend qu'Arthur, le grand-père, est malade, et si la maladie n'est jamais clairement nommée, je pense qu'il s'agit tout simplement de la maladie d'Alzheimer. Alors je ne sais pas si Aurélie Valognes a été confrontée elle-même à cette maladie dans son entourage, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle en parlait avec beaucoup de justesse, beaucoup de réalisme et en même temps une certaine part de pudeur. C'était juste ce qu'il faut, je trouve, pour faire passer le message, pour faire comprendre la situation, pour montrer au lecteur comment
Cette maladie peut affecter non seulement bien sûr le malade, mais également son entourage, sans jamais pour autant tomber dans le pathos. Alors non, cette histoire n'est pas allée jusqu'à me faire verser ma petite larme, mais je reconnais qu'il en faut beaucoup pour ça. Mais ça n'en reste pas moins une très très belle lecture que j'ai adoré faire, qui m'a apporté beaucoup de sentiments et d'empathie pour ce duo à la fois touchant et attachant. J'ai aussi beaucoup aimé tout le côté transmission que l'on retrouve dans ce roman, puisque tout le long de l'histoire, Arthur, le grand-père, n'a de cesse de partager ses différentes passions avec Louis, qui est un formidable explorateur extrêmement curieux et en soif d'apprendre. Il lui partage donc par exemple sa passion du jardinage, sa passion autour des papillons, de la pêche ou encore du théâtre, qui est vraiment quelque chose qui l'a animé toute sa vie. J'ai également apprécié le fait que l'on parle très régulièrement dans ce roman de Cyrano de Bergerac. En grande lectrice que je suis, j'aime en général lorsque dans les romans que je lis, on y parle d'autres œuvres qui ont existé, qui existent vraiment, et j'avoue que n'ayant jamais lu Cyrano de Bergerac, Aurélie Valognes a réussi par ce biais à titiller ma curiosité et mon envie potentiellement de découvrir ce titre classique que, comme j'ai dit, je n'ai personnellement jamais lu. J'ai trouvé que la fin était vraiment à l'image de tout le reste du roman, à savoir un peu douce amère, à la fois tout en pudeur et aussi en délicatesse. Je préfère 1000 fois lorsqu'Aurélie Valognes se contente, entre guillemets, de nous raconter simplement la vie de monsieur et madame tout-le-monde avec ses petits malheurs et ses grandes joies, plutôt que lorsqu'elle essaye de nous imaginer des histoires totalement rocambolesques qui tombent très vite dans le cliché et l'invraisemblance auquel je ne crois pas une seconde. Même si ce titre n'aura pas été un coup de cœur parce qu'il m'aura malgré tout manqué, je pense, un peu de profondeur et d'originalité dans l'écriture, néanmoins ça reste une belle et une bonne lecture, et très sincèrement je pense que à ce jour c'est mon roman préféré de l'auteur. D'ailleurs, l'autre roman que j'avais franchement bien aimé d'elle, c'était Mémé dans les orties, dans lequel il y était également question d'un vieux monsieur et d'une enfant. Il faut croire qu'Aurélie Valognes excelle entre guillemets dans le choc des générations. Un très chouette roman contemporain donc autour de la famille, de la transmission et des regrets, et également autour de la maladie et de la dégénérescence du corps, que je recommande sans aucun problème. Vraiment, si vous recherchez un petit roman contemporain bien écrit autour de ces thématiques, allez-y, foncez. Et puis si en plus de ça vous aimez, comme je le disais, les histoires entre les petits vieux et les jeunes, alors allez-y. C'était vraiment plutôt bon et très touchant. Et je pense que je m'en souviendrai un moment. Bon, alors je ne vous cache pas que pour ce tournage de premier point lecture, parce que pour moi c'est le premier que je tourne en 2023, je me suis sentie un petit peu rouillée. Alors je pense très clairement que le rhume, le nez pris et la voix de canard n'ont pas aidé non plus à la chose, mais bon, j'espère malgré tout que ces avis vous auront plu, vous auront été utiles et que la vidéo n'aura pas été trop désagréable. Comme d'habitude, vous le savez, foncez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces romans, si vous les avez aimés, pas aimés, si potentiellement je vous ai donné envie de les découvrir. Bref, parlons, vous et moi, lecture, bouquins et auteurs, parce que juste j'adore ça. Et que bien souvent vous êtes plutôt aussi de bons conseils. Et puis vous l'aurez donc compris, on se retrouve rapidement sur la chaîne pour un nouveau point lecture, parce que j'ai donc d'autres titres dont j'ai envie et dont il faut que je vous parle. Et pour le coup, je vais éviter de le faire dans 1 mois et demi. Donc vous et moi, normalement, on se retrouve très rapidement. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas, si vous voulez aider la chaîne, mettez juste des petits pouces levés et puis pourquoi pas lâcher un petit cœur en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, vous le savez, je vous laisse bien sûr en vous souhaitant paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!